France retient son souffle. Le 5 décembre se jouera un tournant de notre histoire immédiate. À Amiens, où il était en déplacement en fin de semaine dernière, Emmanuel Macron est revenu à plusieurs reprises sur cette journée de grève et de manifestation. D'abord pour la dénigrer. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce qui est vrai. C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français. Le message est clair, les Français sont de grands enfants qui s'agitent pour rien puisque le projet n'est pas arrêté et ils sont manipulés par ceux qui ont des privilèges à défendre. Une fois n'est pas coutume, l'argument a fait s'étrangler Olivier Faure, le patron des socialistes, qui appelle à manifester le 5 décembre. Et je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé à l'idée que le gouvernement explique désormais que ce serait la journée des privilégiés. Mais de quoi parle-t-il? Franchement, de quoi parle-t-il? S'il veut vraiment s'attaquer à un régime spécial, il y a un régime spécial qu'il a ouvert il y a 2 ans et demi. C'est le régime des grandes fortunes de ce pays. Eux, ils ont eu la fin de l'ISF et la flat tax. C'est 5 milliards par an que ça coûte à l'ensemble des Français. Ça, c'est un régime spécial. Et celui-là, je n'ai pas entendu qu'il veuille l'abolir. Pour le reste, le régime spécial des cheminots, il est en voie d'extinction. On le sait tous très bien, puisqu'il y a eu des réformes en 2011, en 2018, etc. Enfin, donc, il y a eu des réformes successives qui ont déjà soumis, au droit commun progressif, le régime des cheminots. Les régimes spéciaux, est-ce que vous voulez supprimer le régime spécial des militaires? Personne ne veut le supprimer, même pas le gouvernement, qui lui considère qu'il faut continuer à valoriser ce régime spécifique. Pour les pompiers, pareil, pour les gendarmes, pareil. Donc alors de quoi parle-t-on? On veut désigner à la vindicte populaire les seuls cheminots parce qu'ils font grève le 5 décembre. Le communiste Sébastien Jumel n'est pas en reste. Vous avez vu que la Macronie a déclaré la guerre aux privilèges. S'il s'agit des chômeurs, il faut qu'ils le disent, ceux qui vont perdre avec la mauvaise réforme des allocations chômage. S'il s'agit des enseignants qui vont perdre 600 € par mois dans le cadre de la nouvelle réforme des retraites, il faut qu'ils le disent. S'il s'agit des 800 000 personnes qui vont être percutées par la mauvaise réforme des APL, dont les étudiants, il faut que le gouvernement assume sa chasse aux privilégiés. Moi, je pense que l'INSEE vient de le dire, les privilégiés ne sont pas là, qu'ils figurent dans les 10% les plus riches, ceux qui ont été préservés par le président Macron. Et donc, il y a le feu au lac pour le gouvernement. Ils appréhendent le 5 décembre. Du projet de loi, on ne connaît que les ballons d'essai successifs lancés par les membres du gouvernement. L'exécutif semble vouloir jauger les forces en présence avant de se prononcer. Des hésitations que pointe Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Les Français ont très bien compris ce que le gouvernement essaie de faire, c'est-à-dire il les amènera à avoir des retraites moindres ou à travailler plus longtemps. Je dis que les Français refusent ceci et que le gouvernement n'assume pas ce triste dessein. Or, ça donne le sentiment effectivement que plus personne ne comprend rien puisque le gouvernement refuse d'assumer la réalité de ce qu'il est en train de mijoter. Même son de cloche chez Nicolas Dupont-Aignan qui dénonce l'utilisation de vieilles ficelles. Je crois qu'en fait, le président ne comprend pas que son vieux manège de dresser les Français les uns contre les autres ne marche plus. Parce qu'il suffit de comprendre que la réforme à points va léser tous les Français. Donc le 5, c'est la protestation de tout un peuple contre la destruction et la paupérisation des retraités. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il met en garde le président sur les conséquences de son projet de réforme des retraites. Le gouvernement est dans un moment d'affolement parce qu'il n'a toujours pas réussi à régler, à purger, si je peux dire, la crise morale et psychologique et sociale qui avait été celle des Gilets jaunes, qui s'est finie et qui s'est effilochée, mais qui a surtout été marquée par une violence policière et judiciaire absolument sans précédent. Et cette plaie-là, cette blessure-là n'est toujours pas cicatrisée, que le voilà de nouveau à l'assaut du reste du pays, c'est-à-dire des braves gens qui arrivent vers l'âge de la retraite et se demandent avec angoisse quel va être leur sort. Nous lui disons « stop, arrêtez ». Si vous arrêtez, vous avez une chance que les choses puissent se passer en bon ordre dans notre pays, c'est-à-dire dans le dialogue, la discussion. Mais sinon, si vous cherchez la bagarre, vous allez la voir. Hein. Mais l'escalade présidentielle d'Amiens ne s'arrête pas là. Non content de réduire la manifestation du 5 décembre aux seuls régimes spéciaux, le chef de l'État brandit une seconde accusation, celle de la conspiration. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même maintenant quelques mois que les uns les autres, parfois inspirés par des logiques politiques, politiciennes ou par une vision de la société que je ne partage pas,
veulent en effet, à chaque occasion, créer le désordre. Je pense que ça ne doit pas conduire à confondre les combats. Le syndicalisme est important dans notre pays. Le droit de manifester aussi, il faut qu'il soit respecté. S'il est respecté, il doit se faire dans un cadre. C'est le cadre de la non-violence pour que les expressions des opinions puissent se faire en respectant l'ordre public. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Et je crois que toute formation politique, comme toute formation syndicale, s'honorerait à exprimer clairement ce distinguo. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de liberté de manifester s'il n'y a pas d'ordre public qui est maintenu. Vous avez bien entendu, il y aurait des forces qui pousseraient à la violence, et ce, depuis plusieurs mois, des comploteurs tapis dans l'ombre. Tremblez, bonnes gens. Accusation répétée un peu plus tard dans la soirée devant les caméras de BFM TV. Il y a malheureusement certaines forces politiques, certaines associations qui jouent le désordre et veulent la coagulation. Ce climat que certains essaient de créer, de violence, je pense qu'il menace une chose avant tout, c'est la liberté de manifester, qui a une contrepartie, le respect de la liberté des autres et l'ordre public. J'ai demandé à Jean-Luc Mélenchon, à l'évidence dans le collimateur du président, ce qu'il répondait à ces accusations. Monsieur Macron a une étrange conception de la démocratie. Il pense qu'une fois qu'il est élu, il a tous les droits. Il pense que l'Assemblée nationale ne sert à rien. Non, mais il rêve. Ici, c'est la France. C'est une démocratie, une république. On a l'habitude de discuter. Quand il y a un grand projet, ben, ma foi, tout le monde s'y met. Et à la fin, c'est le peuple qui tranche. Alors, je pourrais dire aussi que lui instrumentalise la souffrance des gens, instrumentalise la peur, instrumentalise la violence qu'il a déployée dans le pays pour faire peur aux gens, instrumentalise la pauvreté qu'il a déchaînée dans le pays pour essayer d'obtenir une sorte d'état de résignation des Français. Eh bien, il ne l'aura pas. Cette insistance du chef de l'État sur la violence interpelle. Elle peut s'interpréter de deux façons. Soit l'exécutif a l'intention d'encourager les incidents pendant la manifestation du 5 décembre afin de pourrir le message de la journée, ce qui compromettrait la reconduction de la grève. Soit il a peur que ne se répète à un an d'intervalle l'émeute du 1er décembre 2018 qui avait vu l'Élysée vaciller l'espace de quelques heures. Dans les deux cas, c'est la marque d'un pouvoir aux abois. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris ? Je pense que ces images-là, bon, elles vont tourner en boucle parce que c'est des images qui sont impressionnantes, mais il y a une situation qui est bien pire et qui est bien plus choquante, qui est celle qui a tout lancé, c'est celle de cet étudiant qui s'est immolé parce qu'il était dans une situation financière qui était désastreuse et qui est partagée par de nombreux étudiants. Et les étudiants qui ont participé à cette manifestation, ils étaient venus directement au ministère pour dire à la ministre, on ne peut plus vivre dans cette situation. On est dans un monde où, en France, la moitié des étudiants travaillent. Parmi ces étudiants qui travaillent, la moitié ratent leurs études à cause de tout ça. On est incapable de loger les étudiants parce que on peut loger seulement 7% des étudiants. Et en plus, voilà, l'étudiant qui s'est immolé, il y touchait seulement 450 €. Donc on est dans une situation où on a des étudiants qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à manger, qui sont obligés de travailler sur le côté. Et ils sont là aujourd'hui pour dire, bah regardez, avec cet acte qui a été extrêmement symbolique et qui est dramatique de la part de cet étudiant, on a envie que vous nous donniez la parole, on a envie que vous nous laissiez parler et raconter notre quotidien. Et surtout, on a envie que vous agissiez. Parce que là, je vois que la ministre de l'Enseignement supérieur, elle a réagi beaucoup plus vite pour son portail qui a été cassé. Elle que pour condamne cet ce soir, en effet, ce qui Ah oui, s'est mais passé. elle a réagi beaucoup plus rapidement pour son portail que pour cet étudiant. Et la réponse de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, il n'y avait rien de plus méprisant. Donc... Ah, attendez, on va l'écouter justement. Passe d'armes cet après-midi avec Daniel Obono pour la France Insoumise et Gabriel Attal, le secrétaire d'État. Regardez. C'est de nouveaux morts qui vont arriver à cause de cette politique. Alors je crois que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui qu'en vérité vous n'en avez rien à faire de leur vie. Vous préférez les laisser crever et désigner comme bouc émissaire parmi nous les migrants et les musulmans plutôt que de cesser vos politiques mortifères. Pensez à tous les jeunes, à tous les enfants qui vous écoutent, qui peut-être vous prennent comme modèle. Pensez à eux. La responsabilité, ça n'est pas d'attiser ces braises-là et de donner le sentiment à des jeunes que ça peut être une solution qu'en arriver à un tel acte. Nous agissons, vous êtes dans l'incantation dangereuse, soyez un peu responsables. Qu'est-ce que vous reprochez à Gabriel Attal sur cette séquence ? Il y a un étudiant qui en est arrivé avec des conséquences dramatiques. On a des rassemblements qui sont arrivés spontanément et c'est ça sa seule réponse. Donc cet étudiant, il aurait fait ça pour rien. Et donc lui, il fait de la politique derrière et il se permet de faire des critiques sur une députée. C'est pas les réponses qu'on attend de sa part. Et je pense que c'est aussi une responsabilité qu'on a toutes et tous ici. On a trop peu parlé de cette histoire. Dans la 5e puissance mondiale, on a un étudiant qui s'est immolé parce qu'il n'arrivait pas à finir les fins de mois. Et je pense que il faut que là, tout le monde aille parler à ces étudiants parce qu'il n'y a pas un étudiant qui est plus légitime que l'autre pour parler de la précarité. Et en fait, il faut aller vers ces étudiants, il faut les écouter et il faut apporter des situations parce que c'était le sens de l'intervention
de Daniel Obono. Il y a des étudiants qui vont continuer à crever parce que ça devient crevant cette situation. Et s'il n'y a rien qui est fait, jusqu'où on va aller? Est-ce que ça justifie la violence, comme c'est déchaîné ce soir à Paris? Vous avez vu la situation dans laquelle on en est. Donc alors là, la question qu'on pose, c'est est-ce que ça justifie ces violences? Donc on a un étudiant qui s'est immolé parce qu'il n'arrivait pas à finir les fins de mois. On a des étudiants qui, après les cours, viennent jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, quitte à aller se faire tirer dessus par les flics parce qu'on connaît les violences policières qui sont derrière. Et du coup, on se pose la question de est-ce que c'est légitime ou pas? Mais en fait, tant qu'il y aura cette misère dans les universités, tant que les étudiants ils arriveront pas à finir les fins de mois, bien sûr que ça va continuer cette situation-là. Et on est les premiers à dire on veut pas que ça se passe. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir étudier en paix et finir les fins de mois tranquilles. Donc la ministre qui fait ses condamnations parce que son portail est cassé, elle aurait dû réagir plus rapidement pour cet étudiant et surtout elle est ministre de l'enseignement supérieur et elle doit réagir avec des mesures politiques, elle doit augmenter les bourses, elle doit augmenter le nombre de logements, elle doit juste faire son travail en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Vous pouvez pas dire que rien n'a été fait depuis l'arrivée de ce gouvernement. Peut-être que ce sont des mesures de rattrapage par rapport à un retard qui a été pris, mais il y a quand même eu un budget qui a été en augmentation. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites sur les bourses, les mutuelles qui sont gratuites désormais. Il y a quand même des choses qui sont faites, peut-être pas assez de votre point de vue, mais reconnaissez qu'il y a des choses qui ont été faites. Peut-être que ce sont des mesures de rattrapage. Dans la 5e puissance mondiale, on est quand même un pays où les frais de scolarité sont quand même moins élevés que dans d'autres pays. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Là, on a l'impression que c'est absolument l'enfer complet d'étudier en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette polémique qu'il y a eu avec le ton méprisant du gouvernement au sujet de la baisse des APL. Mais vous savez, si jamais je vous retire la moitié de votre budget et que vous ne pouvez pas manger pendant la moitié du mois et que je vous donne un billet de 5 € en vous disant admettez mes efforts, vous n'arriverez pas à bouffer à la fin du mois. Et là, c'est la rhétorique que vous donnez aux étudiants. Je vous dis pas que ce gouvernement a tout fait bien depuis le début, et notamment l'affaire des 5 € pendant l'été 2017, où vous avez raison, cette mesure a été d'une maladresse crasse, et d'ailleurs, de nombreux membres du gouvernement l'ont reconnu après coup. Vous avez raison. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites. Les budgets ont été revalorisés. Il y a eu sur les mutuelles étudiantes une amélioration extrêmement sensible pour tous les étudiants qui étudient en France. Et je voulais juste vous faire remarquer que quand même si, comme vous dites, la 5e puissance mondiale, on pourrait discuter sur la notion de 5e puissance, c'est pour ça qu'on est 6e, c'est quand même pas l'enfer complet que vous décrivez. Si jamais c'est pas l'enfer complet, alors pourquoi est-ce que cet étudiant en est arrivé à là? Et juste, je vous rappelle, vous savez, il y a des situations personnelles, je ne vais pas discuter de ça avec vous, il y a des situations personnelles qu'on connaît pas forcément. Dans le dernier projet de loi de finances, le budget des universités a baissé de 20 millions d'euros. Elle est où l'amélioration? Et vous dites oui, ce n'est pas si catastrophique. Je crois qu'il y a un budget sur l'ensemble des 5 ans qui est en augmentation. Alors non, parce que le budget a baissé de 20 millions cette année, et même si le budget était en augmentation, à partir du moment où les étudiants ne sont pas capables de finir la fin du mois et qui sont pas capables de bouffer à partir du 30 du mois, c'est que l'État est en échec, et c'est ça qui est dénoncé par ces manifestations. De votre point de vue, c'est sans doute pas assez, mais on est aussi dans une situation de rattrapage par rapport à sans doute des années de retard. Donc de toute façon, il faut donner aux étudiants, ça c'est vrai. Il faut augmenter le budget d'éducation nationale pour les lycéens et pour les lycées, c'est vrai aussi. Et puis il y a aussi tous les autres budgets. Je vous donne l'exemple de la baisse des APL. Je vous donne l'exemple des 20 millions d'euros qui ont baissé dans le projet de loi de finances. Je vous donne l'exemple de ces étudiants qui n'arrivent pas à finir la fin du mois. Je vous donne l'exemple aussi de ces amphis qui sont blindés. Et je vous donne aussi l'exemple de, même si jamais c'est faux que des efforts ont été faits, même si des efforts avaient été faits, la situation n'est toujours pas satisfaisante. Donc nous, on ne peut pas s'en satisfaire. J'aimerais qu'on regarde ensemble ces images aussi à Lille, où François Hollande n'a pas pu faire une conférence qui était prévue aujourd'hui parce qu'il y avait un rassemblement et que l'objectif c'était d'empêcher cette conférence de l'ancien président de la République. François Hollande qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain à 8h30 sur BFM TV et sur RMC. L'objectif aujourd'hui, Louis Boyard, c'est quoi? C'est de rejoindre les syndicats qui se mobilisent pour le 5 décembre, par exemple. Est-ce qu'il y a une idée comme ça derrière la tête? Je pense, enfin, moi, je suis un étudiant et je suis pas porte-parole de tout ça. À titre personnel, et même à titre non, parce que là aujourd'hui, je suis en train de parler devant une télé et je sais que ce que je dis a un poids politique. Et moi, si jamais vous me posez cette question, ce que je vais vous dire, allez demander à ces étudiants de Lille, allez demander à
aux étudiants de Lyon ce qu'ils en pensent. Et en fait, c'est ça le message. C'est pour ça que je suis venu à cette heure-ci. C'est pour vous dire, allez discuter avec ces étudiants. Parce qu'il y a un mouvement inédit qui est en train de se créer, avec un autre contexte social à côté. Mais ce mouvement, il émane de quelque chose qui est très très grave, qui est le sacrifice d'un étudiant parce qu'il voulait dénoncer cette situation. Donc allez demander aux étudiants. Il n'y a pas de porte-parole et d'ailleurs on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux expliquer la misère que les autres. Mais il y a malgré tout un climat social particulièrement tendu dans le pays, risque de grève reconductible dans les transports à partir du 5 décembre. Et on se demande si les étudiants vont pas se joindre à ce mouvement, tout simplement. Si jamais la ministre ne répond pas, oui, je pense que de fait les étudiants rejoindront. Mais c'est parce que tout ça, c'est de la même politique. Regardez les cheminots qui se mettent en grève, ils dénoncent le manque de moyens dans leur service. Regardez les hospitaliers qui se mettent en grève, ils dénoncent le manque de moyens dans leur service. Les étudiants qui manifestent, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les CROUS. Et puis bon, après, on peut prendre une mesure qui est très symbolique. Mais on a plein d'autres exemples de ce genre. Comment est-ce qu'on peut supprimer l'ISF d'un côté, augmenter le budget de l'armée, de la police dans le projet de loi de finances et baisser de 20 millions d'euros le budget pour les universités? Il y a des priorités dans ce gouvernement qu'on ne peut pas comprendre. En vérité, si on peut les comprendre, c'est parce qu'il y a des personnes qui le préfèrent défendre plus que d'autres. Et c'est pas les hospitaliers, c'est pas le cheminot et c'est pas les étudiants. Et c'est pour ça que de fait, ils vont se rejoindre le 5 décembre, je pense. Merci beaucoup, Louis Boyard. La place d'Italie était coupée en deux. Il y avait un côté où est-ce que c'était chaos, et de l'autre côté, que des gens qui discutaient entre eux, dont j'étais dedans, quoi. On discutait que de la personne qui était d'ailleurs à côté de moi, je la connaissais même pas non plus. On discutait comme vous avez vu sur la vidéo, quoi. On disait que c'était pas normal, c'était le chaos et que tout était fait pour avoir de la casse, quoi. Et qu'on pouvait pas sortir, quoi. Et donc je regardais au loin et je voyais qu'il y avait des affrontements, mais je les voyais de loin, quoi. Bon, j'étais pas inquiété, je me disais ça va pas arriver vers nous, puisque ici il y avait que des gens qui étaient tranquilles, quoi. Il y avait pas j'avais pas d'armes, rien du tout. D'ailleurs, je rigole même sur la vidéo, quoi. Et j'avais deux collègues qui étaient en amont entre moi et la police, qu'ils ont vu la grenade lacrymogène passer au-dessus de leur tête. Et quand ils se sont retournés, ils ont vu que ça atterrit dans mon œil, quoi. Et moi, j'ai vu aussi, au moment que j'ai levé l'œil, quoi, le temps que j'ai vu en un quart de seconde, un petit dixième de seconde même, elle était dans mon œil déjà. Et donc, je suis tombé tout de suite à terre. Les strict médics m'ont directement pris. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait un super travail. Il m'a tout de suite mis sa main sur mon œil pour éviter que ça saigne partout, quoi, quand il y a le sang, quoi. Vous vous y attendiez pas du tout, en fait? Non, je m'y attendais pas du tout. C'est pas la première manifestation que je fais en un an. Donc je sais un petit peu les dangers, je sais quand même évaluer les risques qu'on peut avoir, quoi. Et encore, je l'ai pas vu arriver. Et j'étais rassuré où est-ce que j'étais. Je veux dire, je me sentais pas en danger à ce moment-là. Et quand je l'ai vu arriver dans ma tête, je me dis ça y est, j'ai plus d'œil. Puis bon, j'entendais. Ma femme criait. Après voilà, quoi. Donc les strict médics m'ont évacué jusqu'à la sortie de l'ambulance, quoi. Vous pensez que c'était visé ou que c'est une erreur? Je peux pas dire que c'était visé. C'était délibérément tiré dans une foule pacifique. Ça, je peux le confirmer parce que il n'y avait pas de chaos autour de nous. Il n'y avait rien qui était en danger. Personne n'avait quoi que ce soit pour jeter dans les forces de l'ordre. Il n'y avait rien qui les mettait les forces de l'ordre en danger. Ça, je peux le confirmer. De toute façon, pour moi, c'était un guet-apens. De toute façon, on s'est retrouvé en plein milieu d'une place. C'était un chaos total. C'était une souricière. C'était une corrida humaine, voilà. Aujourd'hui, vous avez porté plainte, mais vous ressentez quoi? Vous êtes en colère Oui, je suis en colère. Ah oui, je suis en colère déjà pour le policier qui m'a tiré comme ça, lâchement. Je suis en colère aussi contre le préfet qui est au-dessus, qui donne les ordres et qui nous a laissés en plein milieu d'un chantier monstre. Il aurait pu... Je sais pas si... J'ai appris aussi qu'à 13h30, la manifestation était annulée. Mais bon, voyons, on n'était pas devant la télévision. Personne n'avait pris de mégaphone, voilà, pour prévenir que c'était annulé. Et de toute façon, on n'aurait pas pu sortir. Ils auraient dû faire au moins un petit cordon pour évacuer les gens qui voulaient sortir, quoi. Mais ça, on n'y a pas eu le droit. On n'a pas eu le droit de sortir. Vous espérez quoi de la plainte? Vous espérez que ça fasse changer les choses? Vous espérez qu'on interdise ce genre d'armes, entre guillemets, ou... Déjà obtenir réparation, oui, puis interdire ces genres d'armes de guerre. Hein. On peut dire que c'est des armes de guerre parce que, je sais pas, les policiers sont censés protéger son peuple, quoi. C'est ce que je me suis toujours dit, c'est ce que j'ai toujours appris à l'école, quoi. Et là, j'ai vu complètement l'inverse. Vous espérez que votre accident va faire
changer les choses? J'espère, oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de victimes depuis ces 1 an. Et beaucoup de victimes qui n'ont pas été reconnues, quoi. Les enquêtes traînent à la longue, il n'y a pas de vidéo, on ne sait pas c'est qui, il n'y a pas le RIO sur l'uniforme, qui est normalement obligatoire, d'après ce que je sais. Et donc, oui, encore d'essayer de faire changer les choses, oui. Vous espérez aussi peut-être une réaction de l'État, un mot? Oui, mais c'est même ça non plus. Hein. Il n'y a pas eu de... D'après ce que j'avais vu quelques jours ou le lendemain, je ne sais plus, j'avais vu qu'il n'y avait pas eu de victimes, je crois, c'est plus des... Je ne sais plus comment il a appelé. Mais en tout cas, il a fait une minute de silence pour la stèle. Oui, voilà. Je trouve ça un petit peu... pas une seule parole pour voilà. les victimes, quoi. Ça, c'est vrai que ça m'a mis aussi en colère quand même. Après, voilà, on a vu sur d'autres vidéos qu'il y avait des blocs qui étaient... Enfin, des... Ouais. C'est un petit peu le bordel, quoi. Donc vous espérez vraiment une réaction ferme, en tout cas, de la justice, de la police et de l'État? Ah oui. Ah oui, j'espère qu'ils ne peuvent pas nier que j'étais en train de faire... De toute façon, ils peuvent regarder toute la vidéo de toute la de toute la journée que j'étais là-bas. Je ne touche même pas un seul truc où je jetais rien du tout. Je suis quelqu'un qui respecte les lois. Je ne fais pas de casse. Je ne vais pas dans les manifestations pour casser. Je suis là pour manifester mon mécontentement, ce qui est un droit. Et mon droit, on me l'a privé, quoi. Ce jour-là, on me l'a privé. Et on m'a en même temps arrêté ma vie en deux, quoi. Pour vous, c'est pas normal ce qui arrive en ce moment? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a beaucoup trop de victimes. Et j'en ai vu aussi des manifestations, peut-être pas des gens qui soient éborgnés sur des manifestations, mais des personnes handicapées qui sont saquées comme ça, j'en ai vu. Des matraquages gratuits. Des gazages gratuits. Manifester, en fait. Oui, c'était mon but. Moi, je partais pour les 1 an des Gilets jaunes, vu que ça fait 1 an que j'y suis. Donc, je voulais manifester, mais pacifiquement. J'étais pas là pour faire quoi que ce soit en plus, avec ma femme, je tenais pas qu'il y arrive quoi que ce soit, quoi. Donc, oui, j'étais parti pour manifester pacifiquement. Il y a un trop grand nombre de victimes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, aussi bien des victimes parmi les manifestants, parmi les policiers, et il y a même des riverains, une Madame Zineb Redouane qui est même morte. Donc au bout d'un moment, c'est qu'il y a un réel problème, et si on ne se met pas tous ensemble du même côté, c'est-à-dire du côté du respect de la loi, du respect de la vie, de la dignité, on n'y arrivera jamais. Surtout que la semaine dernière, le préfet de police, pour lui, il y a 2 camps, le camp du pouvoir et le camp des autres. C'est pas possible en tant que policier ou préfet de police de dire ça. Il peut y avoir 2 camps, le camp des criminels et des délinquants et le camp du peuple, le camp de tous les autres. Mais les propos comme ça ne sont que clivants, ne font qu'engendrer de la violence et de la haine. Donc le rôle d'un policier, je suis policier, c'est justement d'aller contre ce courant pour justement apaiser les choses et que ça se passe mieux. Concernant Manu, parce que cette marche est dédiée à ce gilet jaune qui a été éborgné la semaine dernière, concernant le tir dont il a été victime, vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? La séquence est limpide, c'est-à-dire que Manu, justement, illustre bien malheureusement toutes les dérives et dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans la gestion de ces maintiens de l'ordre. C'est quelqu'un qui discute tranquillement avec des amis, il n'a rien fait, il n'y a aucune raison qu'il soit victime d'un tir. Les tirs en plus de grenades doivent se faire en cloche ou au sol pour éviter justement tout problème avec un tir direct. Donc il y a tout ce qu'il ne faut pas faire a été résumé. Et ce qui a été malheureux, c'est que par exemple le syndicat des commissaires, leur secrétaire général a déclaré « Oui, c'est peut-être un manifestant qui a ramassé la grenade et qui l'a retirée ». Non, je veux dire, les manifestants qui ont ramassé des grenades, en général, ils ont perdu la main. Donc c'est pas possible. Donc à part ça, qu'on essaie de trouver des excuses à l'inexcusable, non, on dit qu'il y a des erreurs, les policiers sont épuisés, on reçoit des ordres incohérents. Et c'est pas pour rien que le préfet de police à Paris, c'est monsieur Lallemand qui était à Bordeaux. Je rappelle que c'est lui qui a couvert nos collègues qui ont fait des fautes professionnelles très graves sur un pompier volontaire qui est de dos. Il avait dit c'est parce qu'il y avait du chaos et des magasins pillés. Et quand on regarde les images du Monde, il n'y a rien. Et le deuxième problème, c'est qu'on a un IGPN qui couvre tout ça. Les journalistes arrivent à faire des enquêtes avant que l'IGPN rende des conclusions. Que ça prenne du temps à l'IGPN pour qu'éventuellement trouver si la violence est légitime ou pas, c'est possible. Mais par contre, après que ça prenne plus de temps qu'un journaliste, non. Au bout d'un moment, c'est qu'on essaye de cacher les choses. Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais cette petite vidéo pour débriefer un petit peu les manifestations de ce samedi pour les 1 an du mouvement des Gilets jaunes, où on a vu des images assez extraordinaires.
des phrases prononcées extraordinaires, et je commencerai par celle du préfet l'allemand qui a dit à cette dame qui passait par là, écoutez madame, on n'est pas dans le même camp. C'est très significatif d'utiliser ce vocabulaire-là, de dire comme s'il y avait deux camps, le camp des gilets jaunes Black Bloc, puisqu'on les assimile, il y a un bel amalgame qui est fait là au milieu de tout ça, et puis le camp de l'État, de la raison, de je ne sais pas trop quoi, de l'ordre. Et donc c'est cela même donc Christophe Castaner en audition, qui expliquait qu'il n'y avait pas deux camps dans ce pays, qui ne cherchait pas à aller à l'affrontement. En fait, c'est bien le préfet l'allemand qui cherche à diviser le pays avec des moyens d'ordre public qui sont extraordinairement disproportionnés. Enfin voilà, on voit bien que pour les 1 an des Gilets jaunes, il a voulu lancer un message, toujours le même, répression, 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 répression. Et tout ça a suivi d'ailleurs par un nombre anormalement élevé de déferments, puisque le ministère de la Justice, et le parquet en l'occurrence, a suivi derrière, un peu comme à l'usine, travail à la chaîne, en traitant judiciairement les personnes interpellées. Alors interpellées pour différents motifs. Moi j'ai vu une interpellation, j'ai vu une vidéo passer, une jeune femme qui est là. Alors il est censé avoir un périmètre, ce qu'on appelle une NAS concrètement. Il y a un commissaire qui est là, qui dit bon, vous voulez être avec eux ou vous voulez vous en aller? Alors, il y en a qui dit bah moi je vais avec eux, l'autre qui dit rien, et puis il y a cette dame qui est là, cette jeune femme, et puis bon bah elle dit rien, puis je sais pas, il l'attrape, il la traîne par terre. Elle dit mais non, mais moi vous m'avez même pas posé la question, moi je veux pas rester avec eux, je veux pas être dans la NAS. Bon, et là, interpellation musclée, où elle se fait ligoter, etc. Bon, je sais pas à quoi ça rime. À Lille, il y a eu des arrestations sur la base de la dernière loi contre laquelle on a voté, ou en se masquant, dissimulation du visage. Alors en plus, comme il fait pas chaud, bon, c'est quand même pas évident. Mais bon, bref, dissimulation du visage. Donc ils en attrapent 2 ou 3 comme ça dans le cortège. Forcément, ça crée un point de crispation et de tension. Évidemment, quand vous voyez 15 policiers débouler comme ça en pointe dans la manifestation, c'est pas de nature à rassurer et à apaiser les tensions. Du coup, il y en a d'autres qui insultent les policiers, qui balancent des trucs. Hop, ceux-là même se font interpeller, alors qu'au point de départ de l'enchaînement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait d'anormal dans la manifestation. En tout cas, à Lille, c'était le cas et j'ai vu ça sous mes yeux. Bon. Donc, le préfet l'allemand qui avait déjà fait matraquer mon camarade Loïc Prudhomme à Bordeaux, cette fois-ci a fait matraquer, alors gazé plutôt, mes collègues Adrien Quatennens et Alexis Corbière qui voulaient quitter la manifestation, qui ont montré leur carte, parce qu'en tant que parlementaire, on peut franchir les barrages de police, on va dire ça comme ça. Puis même tout simplement, je pense que tout citoyen devrait pouvoir être amené à quitter la manifestation quand il le souhaite. On l'a dit, je m'en fous, et on a aspergé de gaz lacrymogène à côté de lui et puis des militants avec lui. Je ne sais pas si on peut encore dire qu'on est dans l'état de droit dans ces conditions. Alors on peut nous dire, si vous n'êtes pas content, vous n'aurez qu'à faire un recours. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans quel monde on vit? Et on voit bien que la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre définie par Christophe Castaner est déjà en vigueur et que c'est celle qu'ils vont homologuer, à savoir une doctrine extrêmement ferme, extrêmement dure. On parlait d'ailleurs pendant le projet de loi de finances de comment on faisait pour faire l'entretien et rénover les VRBG, vous savez, les blindés de la gendarmerie. Donc c'est ça les dépenses qu'on va faire pour les mois à venir. Je pense qu'ils veulent donner un signal pour le 5 décembre et le meilleur signal qu'on peut renvoyer pour le 5 décembre, nous, c'est d'être le plus nombreux possible dans la rue, en étant évidemment pacifique et néanmoins déterminé. Je vous dis à bientôt et j'espère que le Défenseur des droits et d'autres institutions, l'IGPN, pourront faire leur boulot. Bon, j'en suis pas sûr pour les GPN et on y reviendra le moment venu. Dans un lointain, très lointain royaume, le règne du souverain haï Flamby Ier allait s'achever. Eh mais c'est Hollande ça, Sandek. C'est l'engagement de toute ma vie. Son peuple était fort mari. Il jurait que plus jamais il ne prendrait pour souverain un personnage les malmenant de la sorte. Les gens voulaient changer de cap. Ils ne voulaient plus de mépris, plus de promesses non tenues. Un jeune prince ambitieux du nom de Perlimpinpin flaira la bonne affaire. Avec moi, vous n'aurez pas ce problème. De programme, je n'en ai point, car seul compte le cap, ma vision. On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Le peuple voulait surtout être écouté et consulté, voire décidé par lui-même. Il ne cessait de parler de cette belle idée de démocratie. Un conseiller dit alors au prince :
Monsieur, ce sera chaud au niveau des décisions à prendre. Faudra contenter les riches et en même temps bien se faire voir par ces gens qui ne sont rien. Notre approche client devra donc s'appuyer sur des process disruptifs de partenariat win-win. C'est hyper challengeant au niveau du decision making. Le prince de Perlimpinpin, amusé, lui fit cette réponse. Gouverner pour le peuple? Mais voyons mon brave, qui parle de concilier tous ses intérêts? Les décisions sont déjà prises, le cap est déjà fixé. C'est très simple, on est sur du full premier de cordée, ce sont eux qui nous financent. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux illettrés pour qu'ils votent pour nous? Il suffira de leur compter quelques carabistouilles et ils finiront eux-mêmes par dire « c'est notre projet ». Le prince de Perlimpinpin se tourna alors vers le peuple et lui tint ce discours. L'objectif de cette grande marche, à mes yeux, c'est de redonner une voix à ceux qui n'en ont pas. Les crieurs publics, courtisans invétérés, s'empressèrent de porter la bonne parole et de chanter les louanges de l'impétrant. Participation des corps intermédiaires, vrai libéralisme politique, dialogue social moderne, société civile. La promesse de renouvellement est tenue grâce à ces visages de la société civile. Avec le prince de Perlimpinpin, c'était certain, l'ancienne politique verticale et autoritaire céderait la place au nouveau monde, à la démocratie horizontale. Alors l'idée, c'est de faire aussi participer la société civile et donc de pouvoir voter pour des gens qui nous ressemblent. Mais à peine le prince de Perlimpinpin eut-il posé son derrière sacré sur le trône, il montra son vrai visage. Les mots de société civile, association et élus locaux furent bien vite oubliés. La posture était désormais jupitérienne, césariste, verticale. Emmanuel Macron is Jupiter. La France, ça se gouverne d'en haut. Je suis votre chef. De Perlimpinpin. Il eut même l'audace de malmener ceux qui, quelques jours avant, l'encensaient. Peut-être les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Ça pique un peu, mais c'est pas encore les tirs de LBD. Les crieurs publics, quoique vexés, n'oubliaient pas où se trouvait leur intérêt. Il ne faut jamais se fâcher avec le pouvoir. Ils saluèrent le nouveau style présidentiel. Quel homme d'État, quel nouveau De Gaulle. Si on veut faire une révolution de velours, une révolution cérébrale, il faut une sacrée force d'entraînement et c'est ça que Macron va chercher. Il saura imposer les courageuses réformes nécessaires que le peuple n'a pas l'intelligence de comprendre. L'économie française, si elle ne se réforme pas, si elle ne s'adapte pas au monde d'aujourd'hui, on est mort. Le prince de Perlimpinpin entreprit alors sans ménagement de moderniser l'économie et le système social français. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va et il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Les APL furent rabotés de 5 €. La réforme du Code du travail fut imposée par ordonnance, de même que la suppression progressive du statut de cheminot et l'ouverture à la concurrence de la société de chemin de fer. Et ça ne fait qu'annoncer la fin des autres systèmes datant de la même époque, dont les retraites et la sécurité sociale. Les coalitions de tuniques écarlates se fâchèrent. Elles organisèrent grèves et blocus. Alors ça va mal se passer. Et en même temps, pour aider les opulents à manger encore plus gras, une flat tax fut instaurée et l'ISF fut réduit à un impôt sur la fortune immobilière. Pour compenser le manque à gagner dans les coffres de l'État, on augmenta la taxe carbone. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Les tuniques fluo se révoltèrent et crièrent sur les ronds-points « Nous exigeons une fiscalité plus juste, une plus grande justice sociale et un système politique plus démocratique ». Le prince de Perlimpinpin eut si peur qu'un engin volant fut positionné afin de l'évacuer de son palais si les gueux en avaient franchi les enceintes. Par contre, on ne sait pas s'il voulait leur envoyer le spadassin Benalla. En ne changeant pas de cap. Mes prédécesseurs sur les dernières décennies, quand les choses ont commencé à être difficiles, on a changé de cap. Ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Un conseiller lui glissa à l'oreille. « Monsieur, les 10 milliards annoncés ne suffiront pas à les calmer. Le problème semble plus profond. Ne faudrait-il pas les écouter et changer de cap ?» Le prince de Perlimpinpin lui fit cette réponse. « Changer de cap ? Jamais. Il suffira là encore de leur raconter quelques carabistouilles. Voici mon stratagème. Ils veulent de la démocratie? Eh bien, je vais leur en donner. Faites-les débattre. J'irai discuter avec eux pour les entendre, non pour les écouter. Ils croiront avoir le pouvoir d'influencer mes décisions et Jojo la tunique fluo rentrera chez lui. » Le prince de Perlimpinpin se tourna vers le peuple et lui tint ce discours. Mais il nous faut construire les voies et moyens de construire des solutions pour le pays.
Le stratagème ne dupe pas point les tuniques fluo. Nous, ce qu'on veut, c'est pas être consulté, c'est décider. Mais les crieurs publics applaudirent ce coup de maître. L'effet gilet jaune est effacé par l'effet grand débat. Ni changement de cap ou de politique. Au même moment, dans le palais, les conseillers du prince, qui planchaient dans l'ombre sur de nouveaux projets de réforme, s'arrachaient les cheveux. L'un d'eux demanda au prince: « Monsieur, pour l'assurance chômage et les retraites, on fait comment? On est bloqué tant qu'on n'a pas le retour client du grand débat ?» Le prince de Perlimpinpin lui fit cette réponse. « Mais voyons, mon brave, qui parle d'attendre le résultat du grand débat? Le cap est déjà fixé, on reste sur du full premier de cordée. Mais on fait semblant de changer de méthode. Il voulait plus de démocratie, qu'ils débattent. Vous retournez bosser. » Peuvent émerger des demandes de la part des citoyens qui sont contraires à la politique que le gouvernement mène depuis 18 mois. L'issue du grand débat ne surprit personne. Devinez ce que les participants réclamèrent. Une fiscalité plus juste, une plus grande justice sociale et un système politique plus démocratique. Quelle est la légitimité qui serait la plus forte? Celle d'Emmanuel Macron élu en mai 2017 ou celle des citoyens réunis dans ce grand débat? L'été passa. Le prince parlait, mais ne semblait pas disposé à bouger le petit doigt. J'assume pleinement de ne pas avoir cédé, durant les 2 premières années, sur ce qui était et ce qui demeure le cœur du projet que nous portons. Est-ce que continuer, Christophe, c'est pas aussi un moyen de gagner du temps pour réfléchir un peu plus à ce qui va se passer après? Alors les tuniques fluo continuèrent à protester. Un conseiller dit au prince: « Monsieur, à chaque fois qu'on nous a réclamé un changement de cap, nous avons répondu par un soi-disant changement de méthode. Je crains qu'ils n'aient compris, on ne pourra pas leur faire le même coup à l'infini. » Et que croyez-vous que le prince de Perlimpinpin dit au conseiller? Le prince de Perlimpinpin lui fit cette réponse: « Tu as raison, je vais écouter mon peuple. » Il se tourna vers le peuple et lui tint ce discours. « Ok, j'arrête les carabistouilles. C'est de cap que vous voulez changer, pas seulement de méthode. Je réinstaure l'ISF, je mets la retraite à 60 ans, tiens, et puis je me casse aussi. Ou pas. » Changement de ton, changement de méthode en cette rentrée. L'acte 2, changement de méthode, Emmanuel Macron. Pédagogie. L'acte 2. Une nouvelle doctrine, une nouvelle méthode. Pédagogue. L'acte 2. Il y a un vrai tournant visible, un changement dans l'ADN de ce... C'est sûr que ce matin, je vais vous paraître très douce à côté de la réforme de l'assurance chômage, car en voilà une réforme bien dure. Dure car depuis le 1er novembre, des gens qui percevaient une indemnité n'y auront bientôt plus droit. Dure car ceux qui y ont encore droit verront leurs droits diminuer ou retarder. Oui, dur d'après la ministre elle-même, et dur car l'UNEDIC le confirme. Cette réforme aura un impact négatif pour un entrant sur 2. Et la raison de cette dureté, la ministre du Travail, Madame Pénicaud, l'a dit ici. C'est pas un métier, l'assurance chômage. C'est le filet de sécurité entre 2 emplois. Mais oui, sous-entendu, le monde du travail est comme un numéro de trapèze dans les cirques où les travailleurs doivent se jeter d'emploi en emploi. Et ce n'est que lorsque le travailleur trapéziste est lâché par un emploi, mais que l'emploi d'après est trop loin, que le chômage lui fait comme un filet de sécurité sur lequel le travailleur peut splatch, atterrir, puis boing, rebondir pour tenter de choper un nouveau trapèze de travail. Car la ministre l'a dit, il faut retourner à l'emploi. Donc pas question de voir des gens stagner sur le filet et se gratter la nouille avachis sur les mailles de notre solidarité. Sauf que moi, qui vais au cirque autant qu'à Pôle emploi, je sais qu'en général, quand il y a du monde sur le filet de sécurité, ce n'est pas inexpliqué. Et pour le travail, la raison est simple. Certes, il y a, comme l'a dit Madame la Ministre ici, plus de 700 000 offres d'emploi sur lesquelles les chômeurs devraient sauter, sauf qu'il y a combien de chômeurs en France? 3,6 millions. Autrement dit, 5 fois plus de trapézistes que de trapèzes qui sont donc sur le filet car ils n'ont pas de quoi s'accrocher. Mais malgré ça, la réforme chômage, c'est quoi? Si on prend les 4 millions de chômeurs, on les jette en l'air, on leur retire le filet et on leur crie « Hey, bonne chance pour choper le trapèze !» alors qu'on sait pertinemment, mathématiquement, que la majorité s'écrasera au sol. Pourtant, la ministre l'assure. Si elle veut retirer une partie de ce filet, c'est aussi pour protéger ces mêmes chômeurs. De quoi, me direz-vous? Des magiciens maléfiques que sont apparemment les employeurs, puisque la ministre l'a écrit sur Twitter, je cite: 87% des embauches se font sur des contrats courts, ce n'est pas acceptable. La précarité des travailleurs les empêche de se loger, de faire des projets de vie. La réforme assurance chômage responsabilise les employeurs. Et moi qui ne savais pas que le rêve de tout employeur, c'était de mettre les trapézistes dans une boîte pour faire « Mesdames et messieurs, devant vos yeux, je vais découper ce travailleur pour le faire décéder par CDD. » Oui, moi qui croyais que parmi les employeurs, il y avait aussi des messieurs et des madames loyales qui n'embauchaient pas plus de trapézistes car les commandes fluctuantes ne le permettaient pas. Je me disais, mais quand bien même l'employeur serait de ceux qui font cumuler à ses salaires
salariés des CDD pour ne pas leur donner de CDI, orchestrant ainsi délibérément leur précarité, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de punir l'employeur plutôt que le trapéziste? Oui, car menacer un employeur en lui disant « Hey, si tu continues de blesser le trapéziste, eh ben nous, on va supprimer le filet des trapézistes. » Comment vous dire, je trouve ça étrange. Donc moi, si j'étais directrice de cabinet, Madame la Ministre, je lui dirais « Excusez-moi, Madame la Ministre, est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec votre proposition, le public vous prenne pour le clown Auguste de ce cirque plutôt que comme la directrice? Car 1, dire que nous responsabilisons les employeurs en punissant les chômeurs, ça sonne un petit peu humour absurde. De 2, dire que les employeurs qui précarisent les travailleurs sont irresponsables, alors que notre propre réforme les précarise aussi, donc fait de nous des irresponsables, ça me paraît absurde aussi. Mais sûrement qu'elle me répondrait que non, justement pas. Rien d'absurde dans tout cela, puisque rappelons-nous ce lapsus éclairé où Madame Pénicaud avait annoncé au sujet de cette réforme. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité. Oh oui, donc aussi pour la précarité. Ah là là, preuve que quand les directeurs miment les clowns, la farce est souvent moins drôle. Moi, je suis tout à fait d'accord. En même temps, on a le résultat d'années de politique qui allait en ce sens. Donc après, c'est facile de rejeter la pierre sur les patients. C'est aussi au ministère de la Santé de porter une politique. C'est à eux. Et puis, c'est aussi un moment, toujours dire, avant, on a fait comme ça. C'est fatigant pour les soignants. Moi, je suis soignante. J'aime mon métier. Et on a trop souvent entendu des nouveaux plans pour restructurer, qui allaient modifier les pratiques. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on en a marre de se taire. On est, comme vous l'avez dit, Monsieur Montpart, très pragmatique. On connaît nos métiers. Nos solutions, elles sont quand même hyper simples. On est au fait que ce ne sont pas les seules solutions, qu'il va falloir travailler avec la ville. Mais au moins, vous écoutez, vous qui connaissez le terrain. Mais en tout cas, ce qui est le cœur du système hospitalier, la réponse, on ne dit pas que seul l'hôpital porte la réponse, mais pour pouvoir permettre une réponse effective et faire en sorte que la ville et l'hôpital communiquent, il faut aussi résoudre ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux. Donc toutes les injonctions du gouvernement sont contraires à ce qui se passe. Donc rajouter par exemple la nouvelle prime au mérite sur la qualité des soins, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui on ne fait pas de la qualité? Pourtant tout le monde s'efforce et c'est nos prérogatives de répondre déjà aux recommandations de la Haute Autorité de Santé en termes de qualité et de sécurité des soins. On veut nous en rajouter d'autres sur la pertinence, la qualité, et ce personnel, on le trouvera où? Parce que c'est un personnage qui est déjà en sous-effectif, qui revient sur ses repos. On va lui demander de travailler sur de nouveaux groupes de travail pour pouvoir montrer la pertinence de ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est déjà pertinent. Il essaye d'éviter les pots cassés. Et on lui dit qu'il va falloir plus et mieux. Moi, je suis pour que les élus rendent des comptes. Et pas tous les 5 ans. Et pas tous les 4 ans. Mais tous les ans. Aujourd'hui, on fera un RIC sur la présence de Castaner au ministère de l'Intérieur. Alors justement, voilà, on va y venir. Qu'est-ce qui se passe? Mais dehors! Mais dehors! Mais enfin, comment c'est possible? Comment c'est possible, quelqu'un qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, comment il s'endort, Castaner? Comment il s'endort tous les soirs? Le cauchemar du gouvernement est en train de s'opérer. Vous avez Linda Kebab, qui est syndicaliste à la police. Dans une émission à la télévision, elle dit « Nous savons qui sont les Black Blocs. Nous pouvons les interpeller de façon préventive, avant les manifestations. Nous avons l'arsenal législatif pour le faire. Nous savons d'où ils arrivent, nous savons qui ils sont, et notre hiérarchie nous empêche de le faire. 26 éborgnés et 6 mains arrachées, 1000 blessés. Et je me suis dit, en même temps, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que le bloc bourgeois, vous ne pouvez pas le fendiller comme ça. Une chose est sûre, c'est que si les 99% des richesses continuent à être captées par les 1% les plus riches de France, mais là, quand je vous parle des riches, c'est les hyper riches, c'est uber riches. C'est des mecs, ils n'existent pas. Pour moi, ça n'existe pas. Quelqu'un qui gagne 5000 € par seconde, ça n'existe. J'ai dû. Mais il faut quoi? Il faut limiter les salaires des riches.
Mais c'est pas des riches. C'est pas faut des limiter riches. les salaires des patrons, je sais pas. C'est pas des riches. Mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Il y a, quand François Hollande parlait des riches, on devient riche à partir de 4 000 euros. Mais quelle idiotie. Mais quelle idiotie. Je veux dire, un Uber riche, c'est déjà quelqu'un qui, enfin, son argent n'est pas en France, donc c'est déjà difficile. En plus, il de paye le pas capter. ses impôts en France. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer avec ce la taxation des fonctionnement-là. GAFA, c'est pas évident, hein. On ne peut pas. Un avocat avec nous. Non, mais on peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Et j'ai hélas l'impression que le truc s'est emmanché, mais salement, quoi. C'est-à-dire qu'il aide les riches, qu'il a aidé, que sa politique a aidé les riches, elle sert à aider les riches d'abord. Les super riches, riches, avec la flat tax, l'impôt sur la fortune, on le voit. Vous avez vu, comme moi, l'émission Cash Investigation. Vous savez à quoi servent nos impôts? Nos impôts. Ouais, il y avait un article dans Le Parisien, c'était le 19, qui disait le jackpot des personnes aisées, une étude de l'INSEE qui risque de fâcher l'Élysée, dans laquelle on apprenait en effet que la suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax, vous le disiez, ont été un véritable jackpot pour les plus riches. Et voilà, et on nous a dit, ouais, ça va ruisseler. Mais rejoue-moi-en de la trompette, ça ruisselle, zob. Rien du tout. C'est resté là-haut dans la coupe. Ça n'a pas ruisselé. Mais c'est quelle escroquerie. Après un an de rouleaux compresseurs, de fausses informations, de comment dirais-je, de fake news, d'informations tronquées. On leur a mis complaisamment pendant des heures et des heures la soi-disant violence des Gilets jaunes, et qui malgré tout, aujourd'hui, au jour où je vous parle, sont encore 55% à apprécier le mouvement des Gilets jaunes.